donc les documents que vous aviez à vous aussi analyser chez vous. Alors, le premier document montre une expérience de Clamant qui a eu lieu en 1966. Si vous avez réussi à analyser ce genre d'expérience tout seul, ça veut dire que vous êtes vraiment top, là, vous avez bien réussi à vous améliorer en analyse des documents, parce qu'il était un petit peu complexe quand même. Alors, la première chose qu'on devait se demander, c'était à quoi servait cette ablation du thymus. D'accord ? Je vous rappelle, le thymus est l'organe où il y a la maturation des lymphocytes, T pour thymus. D'accord ? Pour les lymphocytes B, ça a lieu dans les os, dans la moelle osseuse plus précisément. B, ça veut dire, c'est le B de bone, qui veut dire os en anglais. Donc voilà, donc enlever le thymus et l'irradier, c'est sûr, là on n'a aucune production de lymphocytes T. Mais notre lot5, donc qu'est-ce qu'il nous montre lui ce lot5 ? C'est un petit peu notre témoin. Donc là on n'a pas d'ablation du thymus, donc on a forcément production des lymphocytes T, des lymphocytes B sans problème. On a injection une première fois d'antigènes qui correspondent à des globules rouges de mouton, GRM, et on attend une semaine. Que veut dire cette attente d'une semaine ? À quoi ça correspond ? Pourquoi on fait ça ? Je vous le rappelle, notre immunité adaptative, elle met 6 à 8 jours pour se mettre en place. C'est la grosse différence avec l'immunité innée qui, elle, agit tout de suite. D'accord ? L'immunité adaptative, il faut pas mal de jours, 6 à 8 jours environ pour la première fois, pour le premier contact avec l'antigène, pour être efficace. Donc on atteint 6 à 8 jours et normalement au bout des 6 à 8 jours, dans le sang, il y aura des anticorps présents. Et donc on va prélever le sérum où je vous rappelle il n'y a que certaines protéines, dont nos anticorps, et on va les mettre en contact avec nos globules rouges de mouton. Donc logiquement, s'il y a anticorps, il y a agglutination, et c'est bien ce qu'on observe. Voilà, l'agglutination correspond à nos complexes immuns, je vous le rappelle. Donc anticorps, antigènes agglutinés ensemble. Ensuite, donc, ce qui nous montrait bien qu'on on a une immunité adaptative qui se met en place au bout de 6 à 8 jours. C'est nos lots 1 et 4. D'accord ? Et oui, pourquoi ? Alors, ici, on n'a plus de thymus. D'accord ? On a des lymphocytes B ici, on a des lymphocytes B et T ici. Bon, voilà, ça c'est un peu la différence. Mais surtout, on a là, ici, pas d'injection de GRM. Qui dit pas d'injection de GRM dit quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de premier contact avant celui-ci avec notre antigène. Pas de premier contact, ça veut dire que même si on attend une semaine plus tard, ça ne sert pas à grand-chose, mais s'il n'y a pas eu de premier contact, ça veut dire que logiquement, il n'y a pas d'anticorps présent dans le sérum, et donc avec la mise en contact avec l'antigène, il n'y aura pas d'agglutination, et c'est ce qu'on observe ici. Ah oui. On voit bien que de mettre l'anticorps tout seul, ça sert à rien. Voilà. Il faut bien attendre 8 jours avant d'avoir une première production d'anticorps. Et entre nos lots 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'il fallait comprendre ? Quelle est la différence ? C'est simplement les types de lymphocytes qui sont présents. Donc là, on a des lymphocytes B, là, on a des lymphocytes T, et là, on a des lymphocytes B et T. Et on observe une agglutination uniquement lorsqu'il y a présence de lymphocytes B et T en même temps. Donc ça veut dire que nos lymphocytes B tout seuls, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre sur ce document-là, c'est que nos lymphocytes B tout seuls, eh bien ils ne peuvent pas produire d'anticorps. Et ouais, ça je vous l'avais un petit peu caché, mais c'est que c'est un petit peu complexe cette partie-là. Donc nos lymphocytes B tout seuls ne peuvent pas produire d'anticorps. Il nous faut des lymphocytes B et T. On va voir lesquels. Est-ce qu'on connaît les LT8, mais on va voir qu'il y en a d'autres juste après dans l'expérience d'après. Donc là on vous le dit tout de suite, c'est les TCD4. Et oui, eux ont une protéine CD4 qui leur permet de s'accrocher aux autres cellules, contrairement aux TCD8. Donc, on les appelle aussi LT4 de temps en temps. Donc, les lymphocytes B, des lymphocytes B et T CD4 sont prélevés chez des souris et sont mis en présence d'un antigène. Ils sont ensuite placés dans le dispositif de Marburg. Ce dispositif de Marburg, il permet d'isoler par une membrane qui est perméable aux molécules, mais pas aux cellules. Donc, en fait, il permet d'isoler deux types cellulaires. D'accord ? Et au bout de plusieurs jours, on mesure la quantité de plasmocytes qui sont apparus. Qui dit plasmocytes, je vous rappelle, dit anticorps. Voilà, c'est eux qui produisent les anticorps. Donc, qu'est-ce qu'on observe donc, dans notre tableau ?
on a une première expérience où on a seulement des lymphocytes B qui sont introduits tout seuls dans le compartiment inférieur. Là, on observe un grand nombre un tout petit nombre finalement de plasmocytes. Voilà. Donc ça veut dire que les lymphocytes B tout seuls ne peuvent pas produire d'anticorps, ne peuvent pas se différencier en plasmocytes. Voilà. Parce que là on a les lymphocytes B mais ils ne peuvent pas se différencier en plasmocytes. C'est bien ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a même pas d'anticorps, c'est qu'il n'y a pas de plasmocytes. Voilà. Donc pas de différenciation. Voilà. S'il n'y a que les lymphocytes B. Donc, voilà. Donc ça confirme quand même ce qu'on avait dans l'expérience précédente, mais là on comprend déjà d'une que c'est déjà à l'étape avant la différenciation, c'est que c'est avant les anticorps, la production d'anticorps, c'est l'étape de la différenciation qui n'est pas faisable lorsque les lymphocytes B sont tout seuls. Et notre expérience 2 et 3 nous montre quoi? Là, notre expérience 2, on a les lymphocytes B et les LTCD4 qui sont ensemble. Voilà, dans la chambre inférieure. Là. Ici. Donc ils sont ensemble, on pourrait se dire, bon, il y a interaction, il y a contact entre les deux cellules. Oui, il y a production de plasmocytes, donc différenciation de NoLB en plasmocytes. Ok, ça marche. Bon. Par contre, notre expérience 3, elle nous dit, attention, là, quand on met les LTCD4 d'un côté et les lymphocytes B de l'autre, on a quand même production de nos plasmocytes, de différenciation en plasmocytes de nos lymphocytes B. Ce qui veut dire que nos LTCD4 agissent sur nos lymphocytes B pour leur permettre de se différencier en plasmocytes, ceci à distance. Ils agissent à distance. On vous dit que ça laisse passer les molécules, donc ça veut dire qu'il y a production de nos LTCD4, production de molécules par nos LTCD4 qui vont agir sur nos lymphocytes B. Voilà. Donc là, on comprend un petit peu le rôle des LTCD4. Donc nos LTCD4, alors il y a des choses, tout n'était pas expliqué dans vos documents. Ah, c'est pas le bon que j'ai là. Attendez, est-ce qu'il y a 4 voilà. Là, on vous donnait, je vais déjà analyser ce document-là aussi et je vais après discuter développer un peu plus, parce que j'avais pas tout dans les documents. Enfin bref. Là, on vous dit que les LTCD4 sont très similaires aux LTCD8, mais ils n'ont pas les mêmes types exactement de récepteurs T, même s'ils fonctionnent, le schéma est le même que les récepteurs T des LTCD8, mais ces récepteurs T ne peuvent pas être activés par les cellules infectées. Je vous rappelle, je l'ai dit juste avant, les LTCD8, ils peuvent se lier non seulement au CPA, cellules présentatrices d'antigènes, mais après, une fois qu'ils sont différenciés en LTC cytotoxiques, ils vont se lier aux cellules infectées. Voilà. Et ça, grâce à leur récepteur T. Et là, on vous dit que les LTCD4, eux, ils ne se fixent que sur les cellules présentatrices d'antigènes. Donc voilà, ils n'iront jamais se mettre sur une cellule infectée, ils se lient qu'aux cellules présentatrices d'antigènes. Alors pas que, on va le voir après. Donc, première chose, c'est que nos lymphocytes TCD4, ils vont être activés, comme les TCD8, par des cellules présentatrices d'antigènes. Voilà. Une fois qu'ils sont activés, l'activation des lymphocytes TCD4 qui sont spécifiques de l'antigène, il va y avoir amplification. Alors là, on ne vous donne pas tous les détails, mais nos petits LTCD4 qui sont en contact avec la CPA, une fois qu'ils sont en contact avec les CPA, il va y avoir des échanges entre ces deux cellules. Notre CPA, elle va... alors c'est pas ici, c'est pas ça, mais elle va produire... Alors attendez, il faudrait que je vous trouve un petit schéma. 2 petites secondes. Alors attendez, je vais vous mettre le cours directement. C'est pas ça que je voulais faire. Le cours que je vous expliquerai après. Alors, j'arrive. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Bon, ça suffit là. Donc là, on a notre cellule présentatrice d'antigène qui, je vous rappelle, a phagocyté un pathogène et va présenter sur sa membrane une molécule de CMH associée au peptide. Donc notre lymphocyte T auxiliaire qui est ici se lie à notre CPA. Voilà, son récepteur T lui permet de se lier à la CPA uniquement.
et elle va produire cette CPA des cytokines qui sont plus précisément des interleukines. Cytokines, il en existe plein en fait de sortes différentes. Mais les principales cytokines qui existent, ce sont les interleukines. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc va sécréter des cytokines qui vont activer notre lymphocyte T auxiliaire, qui va lui-même produire ensuite d'autres cytokines qu'on appelle des interleukines, donc je vous le rappelle. Et ces interleukines on va voir, vont stimuler les LT cytotoxiques et les lymphocytes B, mais vont également stimuler l'amplification du lymphocyte auxiliaire lui-même. Donc il va s'auto-amplifier, on va dire, à l'aide de notre CPA également. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe pour notre lymphocyte T CD4. Une fois qu'il va être donc sélectionné grâce à la CPA, amplifié grâce aux interleukines produites et par la CPA et par le lymphocyte T auxiliaire lui-même, il va se transformer en lymphocyte T auxiliaire. Alors ouais, c'est vrai que là, j'avais pas pensé à ça. Avant qu'il se transforme en lymphocyte T auxiliaire, il y a les étapes il est lymphocyte T4 tout d'abord, voilà. Mais ça, je vous le réexpliquerai dans le texte de toute façon. Et donc, il va subir une amplification et une différenciation en lymphocyte T auxiliaire. On l'appelle aussi lymphocyte T helper qui aide, voilà, parce qu'il va aider les autres cellules, les autres LT et LB à se différencier. Donc, il va produire des interleukines. Ces interleukines, elles vont agir à distance sur nos lymphocytes T8 et permettre leur amplification et leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques. Et ils vont par contre agir sur nos lymphocytes B et non pas à distance. Là, on vous le dit, voilà, il y a un contact entre le lymphocyte T auxiliaire et le lymphocyte B. Voilà. Donc notre lymphocyte T auxiliaire, il va pouvoir se lier grâce à son récepteur T à un lymphocyte B. Voilà. Afin de l'aider à s'amplifier et se différencier. Et également en sécrétant des interleukines. Voilà. Donc là, on vous dit... c'est ici, pardon. La différenciation de lymphocyte B, mais non, c'est pas ça, pardon, je sais plus où c'est. Oui, bah non, c'était pas détaillé ici. Donc c'est bien dans cette image-là seulement. On voyait bien qu'il y avait contact entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Hop, je vous montre, il y aura dans le schéma bilan, hein, c'est indiqué. Donc là, on a le lymphocyte T auxiliaire qui va produire des interleukines une fois qu'il y a contact entre le lymphocyte B et le lymphocyte T et l'aider à s'amplifier et se différencier. Alors vous allez me dire, mais ok, on a loupé un truc là, on savait pas qu'il y avait une molécule du CMH avec peptide virale sur nos lymphocytes B. Oui, ça aussi c'est pareil. On avait encore pour l'instant zappé cette information-là. Donc une fois que notre lymphocyte B, la première fois qu'il est en contact avec l'antigène, avant de proliférer et être différencié, il va se lier, je vous rappelle, à nos antigènes avec son anticorps membranaire. D'accord, c'est comme ça qu'il est activé. Et il va en phagocyter une petite partie. Et oui, lui aussi. Et il va présenter, donc du coup, le peptide antigénique avec la molécule du CMH à sa surface. Et il va s'associer à un lymphocyte T auxiliaire. Mais l'association des deux est nécessaire. Nous, on avait vu finalement que cette partie-là avant, et on n'avait pas vu que notre lymphocyte B, il avait besoin de phagocyter, de présenter son CMH antigène, qui est double reconnaissance spécifique par un lymphocyte T auxiliaire. Voilà. Donc ça, c'est à rajouter en plus dans vos connaissances. Donc voilà pour ça. Nos lymphocytes T CD4, vous comprenez qu'ils ont un rôle central. Hein, c'est vraiment un rôle pivot. S'ils ne sont pas là, rien ne peut se faire. Voilà, ils sont vraiment indispensables. Ils vont permettre l'amplification et l'accélération des LTCD8 et des lymphocytes B, donc la production d'anticorps et de lymphocytes T cytotoxiques. Sans les LT4, il n'y a aucune réponse immunitaire adaptative. Et c'est là que va s'attaquer notre virus du VIH, vous l'avez compris. Il va s'attaquer au TCD4. Donc au début, notre système immunitaire va plutôt bien fonctionner. Hop, il va combattre notre virus du sida. Donc il y a une très forte baisse de la concentration relative en VIH. Voilà, donc ça c'est les premières années. Sauf que problème, s'il n'y a pas de médicaments qui sont pris par le malade, nos LTCD4, vu qu'ils sont infectés par le virus du sida, elles vont mourir, d'accord ? Donc on voit qu'on a une concentration des lymphocytes, LTCD4, qui va diminuer
petit à petit. Qui dit diminution des LTCD4, forcément, vu qu'on a compris qu'ils avaient un rôle central, on comprend qu'il n'y a pas de formation de LT cytotoxique et pas d'anticorps. Donc, moins il y a d'immunité adaptative, et donc plus le virus du VIH va prendre de la place et de l'ampleur et va se multiplier. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, à la fin, on ne meurt même pas finalement à cause du VIH en lui-même, mais parce qu'on est très très faible au niveau immunitaire, on n'a quasiment plus de réponse immunitaire adaptative. Il ne reste que la réponse immunitaire innée, et vous voyez, on a bien vu que celle-ci souvent ne suffisait pas. Et donc, nos patients, hein, enfin nos malades, hein, meurent de maladies qu'on dit opportunistes, hein, qui vont profiter hein, de la faiblesse du système immunitaire. Donc en fait, un malade du VIH va mourir de plein d'autres maladies, mais pas du VIH en lui-même, même si c'est ce virus du VIH qui va en être la cause. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, déjà, on a vu beaucoup de choses sur l'immunité adaptative. On a tout vu, en fait, ce que j'allais dire, on a vu beaucoup de choses. On a tout vu. Juste 2-3 petites choses en plus qui vont nous permettre d'aller sur la suite du cours. Donc là, juste vite fait, hein, c'est une mise en bouche sur le chapitre suivant qu'on va voir très très rapidement, qui est juste sur les vaccins. On parle de réponse primaire et réponse secondaire. Nous, jusque-là, pour l'instant, on a vu la réponse primaire, sauf dans l'expérience de tout à l'heure, ici, voilà, on avait vu qu'il y avait une réponse secondaire. La réponse primaire, c'est celle qui se fait donc au début, hein, donc en 6 à 8 jours. Voilà, donc la première fois qu'on est en contact avec l'antigène, on met un peu de temps à réagir, notre réponse immunitaire adaptative met un peu de temps à réagir, et on voit là une production, on mesure le taux plasmatique d'anticorps. Donc on voit que cette production d'anticorps, voilà, elle est d'environ 100 microgrammes par millilitre de plasma. Et si on a un second contact avec cet antigène, voilà, donc là c'est ce qui correspondait à notre deuxième injection, et bien là qu'est-ce qu'on voit? Le délai, là on voit il passe de 6 à 8 jours, il passe à 1 ou 2 jours. Voilà, c'est beaucoup plus court. Voilà, donc la réponse se fait beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est la caractéristique de la réponse secondaire. Et elle se fait de façon beaucoup plus intense. Voilà. Là, on voit que le nombre d'anticorps, il passe de 100 à plus de 2000. Voilà. Donc on a une réponse immunitaire bien plus forte et bien plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose à prendre en compte, et on comprend l'intérêt des vaccins. Donc ça, on va le développer après. Idem, hein, ce graphique nous disait exactement la même chose. Première injection, hop, voilà, quelques jours... 6 à 8 jours, une réponse faible, deuxième réponse beaucoup plus forte, voilà, et plus rapide. Ça on l'a déjà vu, hein, mais bon voilà, on a les délais hein, de production. Hein. Donc on a production de lymphocytes B mémoire, hein, d'anticorps, de lymphocytes TCD4 et TCD8 mémoire, on a aussi les plasmocytes, enfin voilà. Ça on le savait déjà. On pourrait se demander, voilà, ça c'est autre chose, hein, notre virus de la grippe, voilà. Le virus de la grippe, on est en contact avec lui hein, quasiment tous les ans, et en tout cas souvent on l'attrape. Alors pourquoi Parce que logiquement, si notre virus de la grippe, on avait déjà fait face à ce virus, logiquement, on devrait répondre rapidement et jamais être malade de la grippe. Et voilà, bon, vous comprenez, avec tout ce qui se passe avec le Covid-19, la Covid-19, on commence à être un petit peu courant de comment les choses se passent. Et bien voilà, c'est qu'il y a des mutations qui ont lieu sur les protéines membranaires de nos virus. Et là, on voit que notre grippe, hein, elle a deux protéines hein, qui mutent énormément, changeant d'acide aminé en pourcentage. Voilà. Donc on a beaucoup de variations sur ces deux protéines, H1NA. C'est pour ça qu'on offre souvent nos virus de la grippe avec ces deux protéines. Voilà. Donc, vu que leurs protéines membranaires changent, eh bien, notre système immunitaire adaptatif n'est plus immunisé à chaque fois. Alors, moins la différence est importante, plus l'immunité adaptative va pouvoir se défendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que on propose souvent des vaccins finalement avec le virus de l'année précédente, parce qu'il y aura moins de mutations et donc les malades auront plus de chances de combattre le virus de l'année qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à comprendre dans ce document-là.
Et dans le dernier document, ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment la place du système immunitaire dans le corps. Alors souvent, quand on a une fonction, on a un organe qui est associé. Là, on comprend bien qu'on n'a pas d'organe associé, que l'immunité, elle est due à un grand nombre de molécules, un grand nombre de cellules, et elle est due notamment à notre système lymphatique, à beaucoup de différents organes comme le thymus, la rate, la moelle osseuse. Donc on comprend que ce système immunitaire, ben, il est partout dans l'organisme. Voilà. On a même découvert qu'il y avait en 2017, hein, donc c'est très récent, qu'il y avait des vaisseaux lymphatiques qui arrivaient jusque dans le cerveau. Donc on voit bien que notre système immunitaire est connecté à notre cerveau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y avait à comprendre, hein. Là, on vous dit il y a pas mal de choses très intéressantes, hein, que le microbiote intestinal va agir sur notre système immunitaire et inversement. Pareil pour le cerveau. Voilà, quand on est malade, on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de dormir, on a envie de dormir, on a envie de s'isoler. Voilà. Ça, c'est un échange entre le système immunitaire et le système nerveux, hein. Voilà, donc on voit que notre système immunitaire, il est partout et il communique avec beaucoup d'organes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus.